Et ce soir, nous retrouvons Manuel Pouchelet, expert en géopolitique. Bonsoir. Bonsoir monsieur, merci pour votre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors Manuel Pouchelet, vous avez pu le constater avec nous. Pour l'administration américaine, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ne semble pas réaliste dans le cadre d'un accord de paix avec la Russie. Comment interprétez-vous cette annonce ? Ce n'est plus ni moins, si vous voulez, qu'une réponse à la demande de Vladimir Poutine qui exige que l'Ukraine ne fasse pas partie de l'OTAN, puisque ce qui veut dire que si l'Ukraine appartient à l'OTAN, l'OTAN va déployer sur le territoire ukrainien des moyens d'écoute et d'espionnage, entre guillemets, contre la Russie. Et c'est ce qui est malheureusement le cas. Maintenant, l'Ukraine aussi n'a pas non plus les capacités militaires de rang otanien, ce qui justifie, si vous voulez, les propos du secrétaire d'État à la Défense américain que nous venons d'entendre. Et en même temps, l'Ukraine a été engagée dans l'OTAN, moi-même ayant été engagé en 97. Moi, j'ai pu voir l'armée ukrainienne à l'œuvre en ex-Yougoslavie à l'époque, pour répondre à certains standards. Mais pour l'instant, si vous voulez, ce serait une grave erreur et cela compromettrait, si vous voulez, la question de la paix et de la stabilité dans la région, faisant adhérer l'Ukraine à l'OTAN. Je pense que les Européens mélangent l'Union européenne, l'OTAN et les enjeux qui vont bien sûr, auxquels ils vont devoir faire face prochainement. C'est pour ça que Washington, si vous voulez, impose de sa marque ces directives et semble être en accord avec la Russie de M. Poutine sur ce sujet en tout cas. Et pensez-vous que les Européens seraient prêts à enterrer ce dossier après une campagne acharnée en faveur de l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance transatlantique ? Non, les Européens, de toute façon, si on regarde les dernières évolutions de l'Union européenne concernant le dossier ukrainien, c'est toujours d'essayer de fournir des armes à M. Zelensky. Maintenant, je pense qu'on n'entend plus parler, moi ce qui m'inquiète un petit peu au niveau international et diplomatie, c'est qu'on n'entend plus parler plutôt de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, qui était une des priorités de Mme von der Leyen il fut un temps, je pense notamment au mois de juin de l'année dernière. Maintenant, je pense qu'il est temps de rapidement trouver une solution de paix si l'Europe souhaite être à la table des négociations, mais en tous les cas, cela me fait penser à d'autres résolutions de conflits, comme notamment avec l'ex-Yougoslavie, où les accords de Dayton avaient scellé, on va dire, l'avenir de cette région. Maintenant, les Américains reprennent le lead, comme cela a été annoncé, et c'est conforme d'ailleurs au plan d'action qui avait été évoqué par Donald Trump au moment de sa campagne électorale. Il faut que cette guerre cesse. Il y a eu déjà beaucoup trop de morts. Et aujourd'hui, pour retrouver cette stabilité dans la région et gagner la paix des cœurs, il faut qu'une solution de paix se fasse avec, malheureusement, et heureusement d'ailleurs, dirais-je, avec de nombreux compromis que les Ukrainiens vont devoir accepter, tout comme les Européens en tout cas. Et pensez-vous qu'on assiste aux prémices d'une solution au conflit russo-ukrainien que Donald Trump a promis de régler, surtout que le conflit entrera dans sa 3e année le 22 février prochain? Oui, Donald Trump a toujours été très clair sur le sujet. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'a pas envoyé M. Rubio, son secrétaire d'État, encore dans la région. Mais ce que j'ai constaté, c'est que M. Zelensky a tout d'un coup, comme par hasard, été obligé d'accepter certaines propositions. Je pense qu'il est sous la contrainte, puisque vous savez que les États-Unis d'Amérique ont bien sûr brandi la menace d'arrêter toute aide à l'Ukraine, que ce soit financière et militaire. Derrière tout ça, vous savez, il est temps que cette guerre cesse, puisqu'elle cause de nombreuses victimes et également, elle épuise tant les Ukrainiens qui se font massacrer, mais c'est également aussi l'économie européenne qui est aussi très tributaire des gaz russes. Et pour information, il faut savoir que l'Ukraine touchait environ 3 à 3,5 milliards de dollars par an par la transition du gaz russe sur son territoire. Donc je pense que l'Ukraine ne peut plus se satisfaire, on va dire, de certaines tergiversations dont elle est à l'origine. Et en même temps, l'Union européenne doit enfin trouver une solution. La solution de paix entre la Russie et l'Ukraine appartient à ces deux pays, peut-être sous le patronat américain, qui a un regard complètement différent de ceux des Européens. Vous savez qu'à l'heure actuelle, au sein de l'Union européenne, vous avez des pays qui se prépositionnent plutôt pour un retour d'une normalisation des relations avec la Russie. Et que pensez-vous? Vous avez évoqué les solutions auxquelles a fait allusion le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a notamment évoqué l'exploitation éventuelle par les États-Unis de minerais rares se trouvant en Ukraine. Est-ce une solution viable selon vous?
Ben, c'est une solution pour les Ukrainiens, ou ce sera source de devises pour eux, pour reconstruire leur pays. Bien entendu, bah, pour les Américains, mais vous savez que les Américains sont déjà très engagés, notamment avec l'administration Biden, où le fils de M. Biden, Hunter Biden, était possesseur de propriétés, notamment avec des fermes hein, qui produisaient du blé ukrainien. Donc, si vous voulez, l'implication des Américains est totale et souhaitent reprendre le contrôle. Vous y ajoutez en effet ces nouvelles terres rares qui, pour Washington, sont précieuses dans cette course, on va dire, aux nouvelles technologies qui obligent l'acquisition de ces terres où elles sont en compétition avec bah, la Russie, la Chine et puis d'autres pays européens en tout cas. C'est très important de le souligner. Il faut que ces solutions soient viables et peut-être que l'initiative américaine, on l'espère, se couronnera de succès en tout cas. Et on sait que les États-Unis ont beaucoup financé hein, les aides, notamment militaires, à l'Ukraine. Aujourd'hui, les États-Unis revendiquent hein, la restitution, donc d'une part, de ces aides. Comment cela peut-il se faire? Bah, cela se fera, si vous voulez, en échange, hein, puisque les Ukrainiens n'ont pas les moyens économiques de payer la facture, si je puis me permettre. Maintenant, moi, ce que je constate, c'est qu'avec cette exploitation de terres rares ou d'autres gisements et peut-être d'autres ressources, hein, parce que l'Ukraine regorge aussi de ressources, on ne sait jamais, il se pourrait aussi qu'on puisse taxer le gaz, mais il faut que les Américains, vous savez, sont des gens au niveau économique qui aiment bien avoir ce qu'on appelle le retour sur investissement. Et je pense que l'administration de M. Zelensky, que l'on sait, on va dire, discutable, hein, il faut être honnête, employant les mots, va devoir, on va dire, justifier de ce paiement, de cette addition qui devient colossale et même insupportable pour leur pays dans un premier temps, mais également une communauté internationale qui souhaite aussi bénéficier de ce retour à la paix. Pourquoi ne pas aussi participer à la reconstruction du pays et, on va dire, effacer une partie de la dette. Mais vous savez, la dette est telle, puisque ce chiffre, vous le savez bien, en milliards de dollars, On évoque le chiffre de 300 milliards de dollars. Oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait, c'est 300 milliards de dollars, mais je vous fais remarquer que 300 milliards de dollars, c'est une somme énorme pour laquelle l'Union européenne souhaite aussi avoir sa part du gâteau et en même temps puisse reconstruire. Hein. C'est ce qu'on a observé au cours des conflits passés. Maintenant, comment Kiev va payer l'addition? Est-ce que le départ de M. Zelensky risquerait aussi d'être une part de la solution? Vous savez, c'est une équation à plusieurs inconnus et pour l'instant, il semblerait que Washington ait trouvé une réponse à ces inconnus en tout cas. et pour évoquer toujours le financement hein, de ce conflit, pensez-vous que les Européens pourraient emboîter le pas aux États-Unis et réclamer leur dû aujourd'hui? L'Europe est très divisée, vous savez, sur le dossier ukrainien. Vous avez eu les initiatives françaises, allemandes, britanniques, même hongroises et même polonaises hein, qui s'inquiètent hein, d'ailleurs sur cette situation. Maintenant, pour avoir le retour sur investissement, l'Union européenne, si elle passe derrière Washington, risquerait d'être malheureusement en retard. Mais vous savez que l'Union européenne est silencieuse sur ce dossier. Pourquoi? Parce qu'en interne, vous avez énormément de divisions au sein de cette association, on va dire Union économique. Pour l'instant, les Américains vont damer le pion à l'Union européenne, ça c'est sûr, et l'initiative de Donald Trump est de rétablir rapidement une paix en Europe parce qu'il sait pertinemment que sous d'autres latitudes, il risquerait d'être occupé et d'avoir besoin du soutien des Européens. Je pense notamment à la question de Taïwan. Et Donald Trump, on l'a vu ces derniers jours avec une sortie hein, qui n'a pas échappé aux médias, notamment où il a affirmé que l'Ukraine pourrait devenir russe. Cela est-il viable selon vous? Vous savez, la situation en Ukraine, elle est historique. Hein. Il faut savoir quand vous remontez l'histoire du pays, il y a aussi eu déjà des dominances de l'Ukraine sur la Russie, etc. Maintenant, on a aussi affaire à l'histoire hein, concernant ce pays. Maintenant, que l'Ukraine devienne russe, ce serait particulièrement difficile, notamment quand vous savez ce qui s'est passé en 1920 avec la famine qui avait été provoquée par le gouvernement soviétique de l'époque. Maintenant, ce serait difficile d'accepter pour les Ukrainiens de devenir russes. Hein. Ce serait intolérable et de toute façon, les territoires qui ont été conquis par la Russie sont maintenant considérés comme russes, mais je ne pense pas que M. Zelensky puisse reprendre le contrôle de ces territoires. Pourquoi? Parce que déjà,
du temps de son gouvernement, ces minorités étaient déjà russes. Maintenant, il y a aussi d'autres dossiers. Je pense à la Moldavie, je pense à Odessa, où là aussi vous avez des minorités russes qui pourraient aussi se manifester. Fait bien que l'Ukraine n'aurait même plus un accès à la mer, si vous voulez. Donc je pense qu'il est temps de rapidement proposer ce plan, d'accepter ce plan, qui permettrait quand même à l'Ukraine de pouvoir continuer d'exister. Et vous savez, les propos de Donald Trump sont suffisamment tonitruants pour bousculer les codes, notamment les codes diplomatiques. Et je pense que lorsqu'il s'exprime, il pense directement ce qu'il dit. Et en général, il revient souvent un peu plus tard sur ses décisions ou ses déclarations. L'objectif, c'est de provoquer. C'est également un peu comme du poker, vous savez, mais face à lui, il y a la Russie, qui sont des joueurs d'échecs avec une obligation d'être stratège dans cette affaire, en tout cas. Et on le sait, Volodymyr Zelensky n'a pas exclu des négociations avec Moscou prochainement, en évoquant l'échange de territoires avec la partie russe. Cela pourrait-il faire partie de la solution au conflit ? Oui, de toute façon, les échanges de territoires sont toujours des solutions à des conflits. Après, on s'étonne, si vous voulez, de la durée des conflits, mais depuis la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, tous les conflits jusqu'à présent dépassent 10 ans. Ce serait le premier conflit qui serait limité, entre guillemets, à 3 ans et demi, ce qui fait penser aux guerres du début du XXe siècle. Je pense à celle de 14-18 ou même de 39-45. Maintenant, M. Zelensky est contraint de négocier. M. Zelensky est contraint d'adopter des plans et c'est très important pour la Russie. Et d'ailleurs, M. Poutine a fait un geste d'ouverture en acceptant la négociation avec M. Zelensky, qui, je vous le rappelle, il y a encore quelques jours, se refusait à négocier avec lui puisqu'il était considéré comme illégitime. D'ailleurs, M. Zelensky, depuis le mois de mai, normalement, n'a plus de légitimité, mais vous voyez, il y a quand même un geste d'ouverture. Preuve en est que les diplomates et les discussions en coulisses portent leurs fruits, en tout cas. En parlant de territoire, le chef du Pentagone a affirmé également aujourd'hui qu'on ne pourrait pas revenir sur les frontières de 2014. Comment interprétez-vous cela, Monsieur Pouchelet ? Je pense que le chef du Pentagone s'exprime aussi avec les éléments de langage qu'il a reçus de son administration. Je pense directement à celui du président américain, M. Trump, qu'on soit bien d'accord. Maintenant, il est aussi réaliste, il a parfaitement conscience et connaissance de ce dossier, puisque vous savez, entre administrations américaines, on prend l'élégance de se transmettre les dossiers, même si nous sommes en opposition entre les démocrates et aujourd'hui les républicains. Je pense que cette déclaration est prudente, puisque en même temps, elle pourrait mettre aussi un terme, et de façon définitive, en utilisant ces éléments de langage pour éviter, bien sûr, les tergiversations européennes qui pourraient peut-être faire capoter ce dossier. Et on le rappelle, dans une dizaine de jours, le conflit russo-ukrainien amorcera sa 3e année. Pensez-vous que les ingrédients sont réunis aujourd'hui, avec notamment l'arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump, donc d'asseoir les deux parties à la table des négociations ? C'est un long cheminement. L'arrivée de Donald Trump au pouvoir va certes accélérer les choses, mais c'est aussi un long cheminement diplomatique. Il ne faut pas croire, vous savez, la diplomatie, c'est l'épreuve de la négociation, c'est l'épreuve du temps, c'est le temps long. En même temps, vous savez que vous avez aussi un petit dicton en diplomatie qui est le suivant. Si vous n'êtes pas à la table des négociations, c'est que vous êtes au menu. Maintenant, moi, ce qui me rassure dans cette initiative de Donald Trump, c'est qu'il va enfin pouvoir mettre à la même table M. Zelensky, M. Poutine et M. Trump, c'est-à-dire les États-Unis. Mais vous vous retrouvez un petit peu dans le même cas de figure de certains conflits du passé. Je pense, excusez-moi de me répéter, sur le conflit yougoslave. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on risquerait peut-être de se retrouver dans une configuration de 1953, vous savez, entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, où les Américains avaient finalement tenté de trouver un compromis. Maintenant, le tout est de savoir si les Ukrainiens vont l'accepter, puisque les Ukrainiens, jusqu'à présent, ont toujours tenu le même discours qui a été « nous voulons faire la paix », mais que si nous retrouvons l'entièreté de notre territoire et nos frontières d'avant, notamment la conquête de la Crimée. Donc maintenant, il semblerait que les Américains proposent un plan de paix qui soit crédible,
qui soit viable pour les parties en présence. Espérons que cela fonctionne. Je pense que tant du côté russe que du côté ukrainien, nous avons une population qui est épuisée par ces 3 années de guerre, avec un nombre de victimes incommensurable et malheureusement des malheurs aussi au sein des familles, au sein des populations, au sein aussi des alliés de l'Ukraine et même des alliés de la Russie. Il est temps que l'on retrouve une paix durable dans cette zone de l'Europe qui, de toute façon, mérite cette paix. Et bien entendu, au niveau du discours américain, c'est une posture, excusez-moi, de fermeté qui a besoin d'être établie sur ce dossier qui, de toute façon, parasite de nombreuses relations internationales, y compris hors Europe. Très bien, et pour la partie ukrainienne, pas de négociation à n'importe quel prix. Selon vous, quelles seraient aujourd'hui les concessions possibles que pourraient les deux parties faire à l'heure d'aujourd'hui? Comment vous dire, vous savez, le président Zelensky, je ne sais pas s'il arrivera comment dirais-je, à remettre la main sur les oblasts qui ont été conquis dans sa partie est, puisque déjà, il avait un peu perdu le contrôle, si vous voulez, ou perdu le contrôle de ces minorités russes qui étaient maltraitées, donc qui étaient source de conflits, ce qui a déclenché, on va dire, une des motivations de l'intervention de cette opération spéciale, pour reprendre les termes de M. Poutine. Je pense que l'Ukraine va devoir accepter, on va dire, cette paix. Malheureusement, l'histoire démontre qu'un pays qui a été conquis et où le territoire a été conquis et divisé, malheureusement, peu de temps après, est sujette à une nouvelle guerre. Maintenant, est-ce que les Ukrainiens vont l'accepter? Est-ce que M. Zelensky va l'accepter? Est-ce que son successeur va l'accepter? Il est temps de retrouver des solutions de paix dans cette région, mais je pense que cette cohabitation entre Russes et Ukrainiens est délicate. L'histoire s'est invitée, bien entendu, à la table des négociations, et par respect des populations et des parties en présence, j'espère qu'ils vont trouver un compromis. Malheureusement, il sera difficile pour les deux parties de l'accepter, côté russe comme du côté ukrainien et du côté américain et européen, parce que j'ai tendance aussi, vous savez, peut-être à écarter un peu trop vite de l'équation l'Europe. Je pense que l'adhésion à l'Union européenne, si tant est qu'elle se fasse comme cela a été le cas et annoncé par Madame von der Leyen, présidente de la Commission européenne, cela peut-être sera le meilleur compromis que l'on puisse souhaiter pour l'Ukraine et qu'elle puisse retrouver une stabilité en Europe, ainsi que la Russie de son côté. Et comment interpréter la posture de négocier aujourd'hui que prône le président ukrainien Volodymyr Zelensky? Est-il réellement en position de négocier? Non, je pense qu'il n'est pas vraiment en position de négocier, M. Zelensky. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont circulé sur le régime corrompu de Kiev, faut être honnête. Maintenant, M. Zelensky est obligé d'admettre une certaine forme de défaite, un échec politique de son côté, un échec militaire. Et je pense qu'à force de cumuler ces échecs, comme disait Winston Churchill, quand on cumule des échecs, ça permet de continuer à être enthousiaste. Maintenant, soyons sérieux. M. Zelensky, je pense, a épuisé tous les canaux diplomatiques, puisque je vous ferai remarquer qu'il est quand même nettement moins reçu dans les capitales européennes et à Washington. Maintenant, il est obligé d'admettre qu'il est temps de négocier. Pourquoi? Parce qu'il a épuisé toutes les solutions. On lui a proposé du nouvel armement dont il n'a pas forcément su s'en servir, puisque face à lui, il a quand même une armée qui est constituée et nettement plus puissante. Ensuite, sur le plan économique, on s'interroge aussi sur l'opacité des opérations financières en Ukraine, puisque même les Américains s'en inquiètent. Je pense qu'aujourd'hui, M. Zelensky est au pied du mur. Il va devoir négocier et accepter. En fait, il va devoir se soumettre et se démettre. Alors qu'au début, il aurait peut-être pu, entre guillemets, se soumettre sans se démettre. Malheureusement, le temps est à la négociation, le temps est au retour à la paix, et M. Zelensky va devoir peut-être, je l'espère, annoncer son départ, puisqu'aujourd'hui, l'administration Trump ainsi que l'administration russe souhaitent que ce président ukrainien puisse céder la place, on l'espère, à quelqu'un qui aura une vision d'ensemble et une vision d'avenir nettement plus pacifique. Très bien. Merci beaucoup Manuel Pouchelet d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.